le meilleur exemple, je l'ai évoqué à l'instant, que j'ai pour parler de la big data, c'est toujours de parler des systèmes de santé. Les systèmes de santé dans le monde sont à peu près tous les mêmes dans les pays développés. C'est des systèmes qui coûtent beaucoup d'argent. Si je prends la France, par exemple, le système de santé publique, c'est à peu près 240 milliards d'euros. Si j'étends ça de façon étendue, notamment en prenant le monde paritaire en charge, les mutuelles, etc., je suis aux alentours de 350-400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros, c'est quasiment un cinquième du PIB, c'est-à-dire que quand vous passez une semaine à travailler, vous avez une journée sur 5 jours, pour ceux qui ne travaillent que 5 jours, qui est consacrée au système de santé. Donc ça vous donne une idée de l'importance que ça a. Et ce système, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est massivement chimique. En France, on dépense à peu près 70 milliards dans l'achat de molécules extrêmement diverses. On est d'ailleurs un pays qui est recordman du monde en nombre de molécules et encore plus en nombre de médicaments qu'on rembourse, qui sont partiellement pris en charge par la sécurité sociale. Donc les systèmes modernes, ils ont deux caractéristiques. Ils sont chimiques. La chimie fait presque systématiquement partie des protocoles. Je crois qu'il y a quelque chose comme 75% des protocoles médicaux qui impliquent de la chimie. Et puis la deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont post-traumatiques. Il n'y a que 3% des dépenses de santé en France qui sont liées à la prévention, principalement la prévention des cancers. Et ça, c'est peu ou prou ce que l'on retrouve dans tous les systèmes de santé occidentaux. Et ce sont des systèmes qui vieillissent parce qu'on voit naître dans les statistiques un phénomène, c'est la durée de vie en mauvaise santé. Donc vous savez que la durée de vie s'accroît de façon importante, mais la durée de vie en mauvaise santé s'accroît elle aussi de façon extrêmement importante. Et les gens qui font de l'épidémiologie vous disent quelque chose qui est assez affolant. Ils vous disent beaucoup des pathologies chroniques qu'on a en fin de vie sont la conséquence du système de santé lui-même. Donc ça, il faut le savoir. Et je crois que c'est tout à fait intéressant. Et donc, ce qui est, je crois, un peu assez remarquable, c'est de savoir qu'on peut retourner la table. On peut, dans ces systèmes, retourner la table. Et moi, le système que j'évoque assez souvent à cet égard, c'est l'ensemble des systèmes qui reposent sur des DMP, des dossiers médicaux personnalisés, ou également sur ce qu'on appelle des Blue Buttons, qui permettent aux usagers de récupérer leurs données de santé. Et d'une façon générale, ce que l'on voit, c'est qu'on est capable assez facilement de créer ce qu'on appelle de l'historicité de données de santé. Et quand on fait ça, on a des phénomènes qui sont intéressants, c'est qu'on accroît la qualité du diagnostic et de la prescription. Et je crois qu'encore une fois, les statistiques sont intéressantes à cet égard. Dans un pays comme la France, officiellement, il y a 13% des diagnostics qui sont nuls et sans effet. Alors, vous allez chez le médecin, vous avez la grippe, on vous donne des antibiotiques. Voilà, ça, on est à côté de la plaque. Alors, dans certains cas, c'est utile parce que vous êtes affaibli et c'est bien de vous donner des antibiotiques. Dans d'autres cas, ça coûte cher et puis ça fait baisser l'efficacité des antibiotiques sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit dans les systèmes où il y a des DMP, finalement, un accroissement de quelques points, parfois de beaucoup plus, de la qualité du diagnostic. Et au-delà de ça, je crois que cette notion-là, elle doit être prise en compte également parce que les gens commencent à être des contributeurs de données et qu'il y a une sorte de conflit qui existe entre les données qui viennent du système de santé publique et les données qui viennent aujourd'hui des outils de wellness, ce type de petits bracelets, mais demain de capteurs qui vont être extrêmement puissants. J'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un capteur qui fait quelques millimètres cubes, qui prend 100 paramètres de santé différents, enfin un peu moins, 97, et dont, et ça c'est tout à fait stupéfiant, la glycémie de façon non invasive. Donc on arrive à mesurer ce genre de choses sans faire des gouttes de sang. Ça vous montre la puissance de ces capteurs qui commencent à exister. Donc quand vous allez avoir ça, vous allez devoir prendre en compte ces notions-là, plus encore quand vous avez à l'esprit que aujourd'hui le coût du séquençage de l'ADN est en train de s'effondrer de façon extrêmement forte et qu'il y a aujourd'hui à peu près, on est capable de faire des séquençages complets pour $200. Premier séquençage, c'était fin 99, ça coûtait 400 millions de dollars. Et il y a une société qui a annoncé que l'année prochaine, elle vendra un kit qui fera un séquençage pour $20. Et l'ADN ne fait pas tout, mais corrélé à d'autres données,
c'est extrêmement intéressant de voir la puissance de ce dispositif. Et pour vous donner une illustration, dans les auditions que j'ai faites dans le cadre de mon livre sur la Big Data, la chose la plus stupéfiante que j'ai entendue à cet égard, c'est des gens qui s'intéressent non pas à l'ADN, mais à l'expression de l'ADN, entre autres à l'épigénétique. Et ce que me disait le chercheur que j'avais rencontré au Bellevue Hospital, il m'avait dit, mais en fait, nous, on cherche à savoir si les gènes se sont exprimés, comment, et si ces gènes sont corrélés à des forces ou des faiblesses pathologiques. Et ce qu'il me disait, par exemple, la forme de l'oreille est pleine de facteurs épigénétiques. Et notamment, le lobe détaché serait un facteur épigénétique. Il y a 20% d'entre vous ou 25% d'entre vous qui ont un lobe attaché. Eh bien ça, c'est des facteurs d'environnement qui font que vous avez un lobe détaché ou un lobe attaché. Et c'est lié à d'autres gènes qui caractérisent votre capacité à résister ou à être, au contraire, affaibli face à certaines pathologies. Donc je crois que ce qui est très intéressant, c'est d'illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la capacité finalement d'avoir des environnements massivement multivariés, où il y a des données qui sont massivement non structurées et qui sont capables d'avoir beaucoup de signifiants à l'égard de différents environnements, dont celui du système de santé. Alors, pour illustrer ce que je vous dis, je crois qu'il y a quelques chiffres qui méritent d'être donnés, mais enfin plutôt un cas qui est précis, c'est celui de Grand Shanghai. Grand Shanghai, c'est une commune de 45 millions de personnes, donc c'est une grosse commune par définition, et qui commence à être mesurée à la fois par l'OMS et en même temps par l'OCDE. Et ce qu'a fait Grand Shanghai depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'ils ont mis un DMP impératif. Si vous voulez vous faire rembourser vos soins de santé, vous êtes obligé de donner vos données de santé. Donc vous allez n'importe où, en médecine de ville, en médecine d'hôpital, et on récolte toutes les données, tous les paramètres qu'on a sur vous. Et comme par hasard, ça fait 10 ans que ça existe, c'est sans doute le DMP le plus abouti qui soit, puis surtout le plus, j'ai envie de dire, monopolistique, parce que, encore une fois, tout le monde est obligé d'utiliser ce DMP. Eh bien, Grand Shanghai, c'est le seul endroit de l'OMS, de l'OCDE, qui a réussi une prouesse incroyable, qui est de réduire le coût du système de santé, avec une population qui vieillit à peu près comme toutes les populations OCDE, et d'accroître la qualité mesurée des soins. Donc ça montre bien qu'il va y avoir une mutation des systèmes de santé qui vont reposer massivement sur la donnée. Je ne parle pas encore de big data, parce que là je parle juste d'avoir de l'historicité de données de santé, et on va commencer à rajouter là-dessus de l'épidémiologie qui sera, elle, basée sur de la big data, et on sera capable aussi bien de faire finalement des systèmes de santé de masse que de l'individualisation du système de santé, et ces deux facteurs vont permettre d'améliorer la qualité des systèmes de soins de façon extrêmement importante. La santé de demain, elle aura deux caractéristiques, je pense. Elle sera avant tout personnalisée. La santé aujourd'hui est très peu personnalisée. Tout au plus, on va vous demander votre poids pour les doses de molécules qu'on va vous demander d'avaler. Ça, c'est le principal paramètre. Éventuellement un peu votre âge. Mais on va certainement pas tenir compte de ce que j'appellerais votre biotope au sens élargi, pour définir les protocoles médicaux qu'on va vous soumettre. Donc, première caractéristique, personnalisée. Deuxième caractéristique, préventive. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à être capable de faire émerger des patterns, on va pouvoir le faire à titre individuel. Et on sera capable de dire un individu a une caractéristique qui est totalement différente d'un autre individu qui est dans le même environnement, qui a le même travail, qui vit à peu près dans les mêmes conditions, mais qui a soit vécu un événement quand il était jeune qui l'a poussé à prendre une certaine molécule, ou qui a un patrimoine génétique qui est différent, etc. etc. Ces notions-là sont inexistantes dans notre système de santé et vont commencer à apparaître. Alors, le deuxième domaine que j'aime bien évoquer, c'est celui de l'agriculture. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la big data, en tout cas plutôt à écrire un ouvrage sur la big data, j'ai découvert de façon, j'étais assez surpris de découvrir que les agriculteurs sont parmi les premiers à avoir utilisé la donnée de façon assez intensive dans leur révolution industrielle, qui est la révolution verte qui a eu lieu à peu près au début des années 50, et puis qui s'est étendue sur les 25 années qui ont suivi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce
parmi les choses qu'on leur a enseignées, on leur a enseigné à faire des tableaux, donc qui étaient l'ancêtre du tableau Excel, dans lesquels dans la première colonne, ils allaient mettre la pluviométrie, la deuxième, la taille de pouce, la troisième, les intrants, la quatrième, d'autres catégories d'intrants, etc., etc., etc. Et à partir de ces tableaux, à définir des stratégies agricoles. Des stratégies, finalement, de récolte, d'utilisation des intrants, etc., etc. Et quand les tableaux Excel sont arrivés, c'est une des premières professions, en particulier aux États-Unis, qui a massifié l'usage d'Excel. Et très vite, il y a eu un phénomène qui a eu lieu. Quand je dis très vite, c'est dès la fin des années 80, où on a commencé à mettre des capteurs dans les tracteurs. Et c'est John Deere qui a été le promoteur de ce système, pour pouvoir mesurer ce qui se passait dans les champs. Au début, on mettait des capteurs assez simples qui mesuraient l'humidité, et puis on s'est mis à mettre des capteurs relativement sophistiqués, avec aujourd'hui des quasi-carottages qui permettent d'aller voir ce qui se passe en profondeur dans les champs. Et ça, c'est quelque chose qui a poussé les agriculteurs à mettre en place des logiques de données, et notamment à s'interroger sur la propriété de ces données. Est-ce que c'était John Deere qui était propriétaire ou si c'était eux? Et ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et puis, ce phénomène s'est massifié avec l'apparition de logiques de grosses industries, donc notamment satellitaires. Il y a eu, d'une part, FarmStar, qui est incubé par Airbus aujourd'hui, qui a lancé des satellites pour pouvoir rendre des services aux agriculteurs. Et puis après, il y a eu les satellites Sentinelle, donc Copernicus, financé par l'Union européenne, qui aujourd'hui libèrent, ce sont des données ouvertes, des données de très très grande qualité qui peuvent être utilisées par les agriculteurs. Et ça nous a permis de commencer à initier une révolution dans le monde agricole, qui porte d'ailleurs un nom, qui est le Precision Planting, et qui permet d'accroître de façon extrêmement significative aux États-Unis, encore une fois, aujourd'hui, les gains de productivité dans le monde agricole, et qui a une deuxième dimension que je crois nous intéresse tous, c'est le fait que le Precision Planting permet de réduire la quantité d'intrants de façon extrêmement importante. Et quand j'essaye d'expliquer finalement la profondeur de cette révolution, je parle du Qatar. Donc, le Qatar a décidé, il y a 4 ans maintenant, de mettre en œuvre une stratégie de quasi-autonomie agroalimentaire, où ils ont dit, finalement, on va avoir 60% d'indépendance agricole alimentaire d'ici 2020-2025. Et moi, j'ai rencontré le cheikh qui est en charge de ce programme, et qui m'a dit, avec les techniques de la Révolution verte, donc qui datent de 1960, on ne serait jamais arrivé à faire ça. Et on pense qu'on va y arriver parce qu'on a mis énormément de données, et on est capable finalement d'avoir une relation extrêmement dynamique avec nos exploitations agricoles et de réagir en temps réel. Par exemple, on voit qu'une plante a soif par infrarouge plusieurs heures avant que l'œil humain soit capable de le voir. Et de là, on est capable d'économiser des quantités d'eau, évidemment, extrêmement importantes. Même chose pour les intrants. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Qatar, moi j'ai déjà fait ça. C'est quand même le dernier endroit au monde où on pourrait imaginer qu'on est capable de faire pousser des choses. C'est du sable absolument partout. Alors, ils sont très agressifs pour ce faire. Ils ont mis 25 milliards de dollars sur la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont passé les contrats avec toutes les grandes SS2I, IBM, EMC et autres pour faire ça. Ils ont des logiques de capteurs qui sont extrêmement fortes et ils ont des logiques vraiment d'algorithmie de traitement du signal et de recrutement des data scientists qui sont parmi les plus ambitieuses qui soient. Tout le monde ne va pas nécessairement travailler là-bas, mais ils travaillent avec les plus grandes universités du monde pour réussir à résoudre ce challenge. Alors, il y a un exemple que je donne également en termes de gestion de l'eau que je trouve finalement très parlant, c'est toutes les villes qui ont des fuites dans leur réseau. Donc, il y a beaucoup de villes dans le monde qui ont des réseaux qui perdent beaucoup d'eau. Une ville comme Sao Paulo perdait 80% de son eau dans la distribution, dans les pipes qui sont percées. Et ça, c'est tout à fait problématique parce que quand vous allez chercher des sociétés comme Suez ou Veolia et que vous leur dites combien ça coûte de tout boucher, ils vous font un devis et puis ça coûte 3 milliards de dollars. Et ils ont dit très clairement, on est incapable de réparer ça, donc il faut qu'on trouve d'autres stratégies. Et ils ont pris une petite start-up israélienne qui leur a proposé un truc très simple, qui leur a dit, écoutez, on va remonter toutes les données qui viennent du réseau,
en fonction de, on va mesurer ce qui se passe en fonction de quand les gens sont chez eux, quand ils sont au travail, quand il fait chaud, quand la pression est haute, quand elle est basse dans le réseau. Et finalement, toutes ces données vont nous permettre d'évaluer la probabilité que les fuites soient à tel ou tel endroit. Et alors, la réalité de ça, ils ont fini leurs travaux mi-2014, c'est qu'avec quelques dizaines de millions de dollars, ils ont réussi à supprimer 50% des fuites. Donc aujourd'hui, ils ont un réseau qui fuit à 40%, ce qui est à peu près la norme normale d'un réseau. Donc ils sont capables, avec une sous-fraction du coût que ça aurait coûté de réfectionner la totalité de ce réseau, finalement d'arriver à un résultat extrêmement efficace. Et j'imagine que les contribuables de Sao Paulo sont plutôt contents. Autre exemple que j'aime bien évoquer, c'est celui finalement de tout ce que l'on peut faire à l'égard des smart cities. Alors, sur les smart cities, il y a tellement à dire qu'on peut faire une conférence sur ce sujet en tant que tel, dans les transports urbains, dans l'énergie, je vais en parler juste après. Mais l'exemple le plus frappant finalement que j'aime bien évoquer, c'est celui de la sécurité. Alors, quand vous discutez avec des forces de police, vous apercevez que quand ils connaissent un petit peu bien leur ville, ils mettent en place des stratégies qui visent à être aux endroits où il faut être quand il faut. C'est-à-dire que, en gros, le vendredi soir, on se met à la sortie des pubs, et puis quand il pleut ou qu'il fait froid, on va plus dans le métro, etc. Donc, ils ont une connaissance de ce qui se passe parce que, finalement, ils ont de l'histoire, de l'historicité des crimes. Mais tout au mieux, un individu est capable de corréler peut-être 3 ou 4 flux de données différents. Et il sera incapable de créer des stratégies qui reposent sur des centaines de jeux de données différents. Et c'est là où, finalement, des solutions de type Prepol, c'est le nom commercial d'une des sociétés, mais il y en a beaucoup qui sont des offreurs de services dans ce domaine, peuvent agir, c'est-à-dire qu'elles vont corréler des dizaines, parfois des centaines de jeux de données. C'est évidemment l'historicité des crimes, où est-ce qu'ils ont été commis, quelle est la nature de ces crimes, mais également le trafic routier en temps réel qu'on va introduire dans le logiciel, le temps qu'il fait, l'ouverture des commerces, la fermeture des commerces, la température, etc. etc. Donc on corrèle tout ça et on est capable de créer des stratégies de routine pour la police. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit, et c'est tout à fait amusant parce que les policiers disent, au début c'est déconcertant. On leur dit, ben voilà, vous allez vous mettre à tel endroit, et puis vous allez bouger pendant 10 minutes à tel endroit, et vous allez revenir aux endroits où vous étiez. Et ils disent, ben, on ne sait pas très bien pourquoi il faut faire ça. L'objectif de ces stratégies, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la population qui voit le plus de policiers, c'est les gens qui sont susceptibles de commettre des crimes et des délits. C'est ça. Et donc, on est très loin de Minority Report, de tous ces trucs où on dit on va attraper les gens avant qu'ils commettent des crimes. C'est pas ça du tout ce dont on parle. On est vraiment dans des choses qui relèvent de la statistique et c'est extrêmement efficace. Comment c'est efficace? La nature, c'est en gros les études indépendantes de Prepol nous disent que l'efficacité de ce type de modèle, c'est 13%. Quand vous mettez un logiciel comme ça dans une ville, vous avez 13% de crimes en moins. Donc c'est un impact absolument considérable. Et de nouvelles études qui sortent ont tendance à montrer des chiffres qui sont plus importants, sachant que ces systèmes ont des logiques auto-apprenantes et s'améliorent au fur et à mesure. Donc on est évidemment dans des systèmes qui sont potentiellement extrêmement puissants. Alors il faut parler d'énergie à l'égard des villes d'une façon générale. Gilles, on a largement dépassé. Là bien. Ouais. Alors je vais finir sur l'énergie. Oui. Et après on fait une pause et on rentrera dans. D'accord. Voilà. Donc l'énergie. L'énergie, c'est un domaine. Nous, on a un système énergétique qui est un système qui fonctionne et qui fait que finalement la question du modèle énergétique n'est pas posée avec autant d'acuité que dans les pays émergents qui vont devoir doubler leur consommation énergétique dans les 20, 25, 30 années qui viennent. Donc la croissance des mégacités et puis d'une façon générale le développement des pays en développement fait que les besoins d'énergie électrique en particulier, sont extrêmement importants. Et les modèles tels qu'ils existent aujourd'hui ne peuvent pas être appliqués dans ces pays. Pourquoi? Parce que c'est des modèles qui sont finalement relativement anciens, qui reposent sur des grosses unités de production,
sur une distribution à très haute tension et finalement qui ont des frottements à la fois dans la perte dans la distribution et en même temps dans le fait qu'on est obligé de surproduire chroniquement par rapport à la consommation pour éviter les effondrements de réseau, qui font qu'on ne peut pas appliquer ça. Et ce qu'on voit, c'est que si on est capable finalement d'offsetter ce qu'on appelle les peak loads, les endroits où vous avez un pic, eh bien, on peut réduire de façon extrêmement significative les besoins en infrastructure et on peut organiser des modèles énergétiques qui sont beaucoup plus locaux. Notamment, les unités industrielles peuvent devenir producteurs d'énergie et peuvent rebalancer leur énergie sur le monde domestique quand c'est nécessaire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut mettre énormément de données. Alors, je pourrais vous parler de tout un tas de choses qui sont intéressantes. Par exemple, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les transports urbains, les trains ne partent pas tous en même temps. Parce que là, quand vous avez 50 trains dans une ville qui partent dans les mêmes 10 secondes, eh bien, le peak load se met à exploser. Et le peak load, ça se caractérise assez bien. Dans certains pays, pour 3% du temps, c'est 80% de l'infrastructure énergétique. Donc 3% du temps, 80% de l'infrastructure énergétique. Ce n'est pas vrai partout, mais c'est notamment vrai dans les pays nordiques. Et donc l'objectif, c'est évidemment de supprimer ces 3% du temps en supprimant ça. Et pour ça, on met énormément de données. Je pense que c'est une opportunité absolument incroyable à saisir parce que ça veut dire qu'à côté du métier d'énergéticien, les grandes sociétés qui produisent de l'énergie vont devenir des experts dans le domaine de la donnée en étant capables d'être extrêmement fins sur qui consomme et comment et finalement d'être capables de faire des arbitrages en temps réel dans tous les domaines.